Alors, tout à l'heure, on parlait d'indignation, hein, c'est toi, Christian. On a quand même une dame qui nous indigne ou qui nous incite à nous indigner depuis 1997. Alors, il y en a d'autres. 95, ça c'était la création. Tu es arrivé 96-97, c'est Catherine Olivet. Et c'est vrai que si on est resté, j'allais dire, avec une dynamique toujours d'inquiétude, c'est grâce à toi. Mais ça me permet aussi, des beautés, de rendre hommage à. Et tout à l'heure, je rendrai hommage à d'autres personnes, à Armelle Debru, qui est aussi là, derrière son masque, et qui est professeur d'histoire et de philosophie, et qui, elle, nous donne matière à comprendre pourquoi on doit s'indigner. Et je vous incite à regarder sur le site, à travers les universités d'été qu'on organise, la parole, toujours le sens des mots qu'on emploie. Voilà, donc je voulais rendre hommage à nos deux indignés qui nous permettent, le soir, quand on se couche, d'être aussi dans l'inquiétude de tout ce qu'on n'a pas fait. Catherine, je te donne la parole en précisant donc, Catherine est la présidente du conseil d'orientation de l'espace éthique de la région Île-de-France. Elle est aussi la présidente de France Alzheimer, elle insiste bien, 9-3. Donc une 93, 93, département bien connu pour son égalité sociale. Voilà. Et je termine pour la présenter. Ça fait partie du côté intime. Le soir, tout à l'heure, quand elle va rentrer au Rincy, elle retrouvera ses petits animaux préférés. Mes Et chiens. elle sera en permanence téléphonique, puisque toute la soirée, les gens lui téléphonent pour dire à quelle détresse ils sont confrontés. Et c'est Madame Bonoffice qui oriente les gens. C'est vers juste les une solutions. femme de terrain. Tout à fait. Alors, je vais remercier très sincèrement Monsieur le professeur Didier Sica. J'ai encore le souvenir d'une de vos interventions qu'il y a des années, vous parliez de la inquiétude. C'était Alain Cordier. Alain Cordier, C'était Alain en citant Cordier, Lévinas aussi. l'inquiétude. Voilà, en tout cas, j'ai adoré votre parler vrai qui m'offre la merveilleuse opportunité de faire comme je fais d'habitude, c'est-à-dire de parler vrai. Et puis, je voudrais remercier Monsieur le sénateur pour son accueil, qui sera le joyeux bénéficiaire de mon premier coup de griffe, qui consiste à rappeler à tous que le législateur vote des lois, mais qu'aucune loi n'existe si elle n'a pas ses décrets d'application, et que ces décrets d'application échappent à votre toute-puissance. Et que je connais, alors pour dire ce qu'évoquait Christian Saoud, que je connais des lois de janvier 2002 sur le médico-social qui n'ont jamais vu paraître leur décret d'application. Je connais un certain nombre dans le champ de la loi de mars 2002, des décrets d'application qui ont mis des années. Donc la loi, la force de la loi, c'est pas un long fleuve tranquille. On aime en parler publiquement à la télévision. Après, il faut le vivre sur le terrain et le mettre en œuvre au plus près des personnes. Et il y a dans cette salle un ancien directeur d'hôpital qui a dû m'affronter dans la première CDU, Commission des usagers, qui a été mise en place par la loi de 2002, de mars 2002. Il n'a pas rigolé tous les jours, mais je me dois de témoigner qu'il a toujours soutenu. Simplement pour vous dire que la loi, c'est quelque chose de très relatif. C'est qu'est-ce qui se met en œuvre et qu'est-ce qui se vit au plus près des personnes. Alors, vous avez remonté à juste titre les états généraux du sida, le drame du sang contaminé, l'état responsable pour faire émerger cette démocratie en santé avec ce grand slogan qui a appuyé beaucoup de choses. D'ailleurs, rien pour nous sans nous. J'aimerais pourtant vous dire que la démocratie et l'expression de la démocratie est plus ancienne que ça. Et ça n'est pas innocent si les premiers travaux de démocratie et d'obligation vis-à-vis des patients portent sur la recherche médicale, bien avant le reste. Et incroyable, date même du 19e siècle. 1803, un médecin anglais, Thomas Percival, rédige un code d'éthique médicale. Selon les nouveaux remèdes et traitements doivent être administrés selon une saine raison et une conscience scrupuleuse.
Ce code, il est adopté par la médecine américaine en 1847. En France, nous avons un illustre Claude Bernard qui, en 1856, dans son introduction à l'étude de la médecine expérimentale, écrit « Parmi les expériences que l'on peut tenter sur l'homme, celles qui ne peuvent que nuire sont défendues, celles qui sont innocentes sont permises, celles qui peuvent faire du bien sont recommandées. » Voilà que ça date du 19e siècle. Alors, il est vrai que dans ce domaine-là, on n'évoque que cette protection des patients, des personnes. On ne parle pas du droit à l'accord éclairé. On n'en parle pas encore. Mais c'est vous dire. Et comme Paul Loup l'a juste abordé, j'aimerais vous rappeler le code de Nuremberg qui énonce en 10 critères les conditions que doivent satisfaire les expérimentations pratiquées sur l'être humain pour être considérées comme acceptables. Ce sont ces critères qui ont été utilisés par le tribunal militaire américain le 19 août 1947 pour condamner 16 accusés sur 23 d'avoir pratiqué des expériences médicales illicites dans des conditions atroces, notamment sur les prisonniers des camps de concentration. Or, le Code de Nuremberg, pour la première fois, identifie dans son premier critère le consentement éclairé comme préalable absolu à la conduite de toute recherche mettant en jeu des humains. Après, ça a continué, ça a creusé. En septembre 1948, le serment de Genève de l'Association médicale mondiale lit le médecin et affirme, écoutez bien cette phrase, pleine de valeur aujourd'hui même, dans la recherche médicale sur les sujets humains, les intérêts de la science et de la société ne peuvent jamais prévaloir sur le bien-être du sujet, d'une lumineuse actualité. D'accord ? Voilà. Après, vous avez eu la déclaration d'Helsinki et en France, le 20 décembre 1988, la loi dite Hurier, qui a créé, alors, excusez-moi, depuis le nombre d'années, je n'arrive toujours pas à le prononcer, les comités consultatifs de protection des personnes dans la recherche biomédicale, les CCPPRB. Merveilleux. Alors, CCPRB et PPRB sont devenus, en 2006, beaucoup plus faciles à dire et à comprendre, les CPP. Or, ces CPP, ils ont une particularité. Ils sont constitués d'un double collège. Collège des médecins, avec des spécialistes, des pharmaciens hospitaliers, et un deuxième collège, avec des personnes qualifiées en éthique, des personnes qualifiées en sciences humaines, des personnes qualifiées en matière juridique et des représentants des associations d'usagers. Tenez-vous bien, les décisions des CPP sont votées en séance plénière à la majorité. Les RU, représentants des usagers, ont le même droit de vote que le grand professeur président le dit CPP. Étonnant mais vrai, encore faut-il, comme l'a très justement dit Christian, qu'ils osent s'exprimer. Mais ils ont les mêmes droits. C'est vous dire que... Et alors, un détail d'importance aussi, dans la vraie histoire de la vraie vie, que je voudrais vous livrer. Savez-vous que la recherche médicale peut porter sur des enfants? Bien évidemment. Savez-vous que dans la loi, il est bien évidemment obligatoire de recueillir l'accord écrit des deux parents ou du chargé de l'autorité parentale pour qu'un enfant mineur puisse participer à une recherche. Mais savez-vous que dans la loi, le refus de l'enfant de participer prévaut sur l'accord éclairé et la signature des parents.
C'est vous dire comme il y a des tas de richesses que nous ne savons pas obligatoirement exploiter. À ce jour, j'aimerais quand même vous dire, je participe à des travaux depuis le national, la conférence nationale de santé, jusqu'aux lieux les plus proches du territoire, que sont les comités des usagers, les CDU des hôpitaux. Et je suis aussi personne qualifiée, puisque Christian l'a aussi évoqué à juste titre, personne qualifiée dans mon département de Seine-Saint-Denis, dans le champ médico-social pour défendre les droits des résidents. Ce mot plein, pompeux, plein d'élégance. Je peux quand même vous affirmer et vous témoigner que ces 2 dernières années et les lois d'exception sanitaire qui ont été votées, et je vous signale qu'on est toujours sous les lois d'exception sanitaire jusqu'au 31 juillet, ces lois d'exception ont sincèrement mis à mal tout le champ de la démocratie en santé, quel que soit le lieu, à domicile, en établissement d'accueil, dans le champ du handicap, dans le champ des personnes âgées et dans les hôpitaux. Je me dois de témoigner que j'ai vu, alors, si je suis profondément honnête, je vous dirais trop lentement à mon goût, je ne peux pas le nier. Mais j'ai vu régulièrement des progrès, des prises de possession, des prises de pouvoir, puisqu'on parlait du pouvoir, des prises de pouvoir, des prises de conscience. Et j'ai vu ces progrès trop lents, mais que j'affirme certains, sur le terrain quand même de la Seine-Saint-Denis, département cumulateur de toutes les difficultés depuis quand même 31 ans. Je me dois vous dire que tous ces progrès lents et certains se sont totalement dézingués, désossés, déstructurés avec ces lois d'exception et la peur qu'elles ont générée, que les médias ont générée, parfois à juste titre et pas toujours. Ces droits, Christian va m'en vouloir, ces droits, je les vois de nouveau incontournables en ce moment, en pleine crise des hôpitaux. Je les vois de nouveau merveilleusement incontournables dans les hôpitaux qui sont en train de préparer la certification avec les visiteurs de l'HAS. Oh la vache, la démocratie bouillonne. On nous noie, nous les représentants des usagers. Il faudrait qu'on ait 5 têtes, 15 paires de jambes pour pouvoir participer à la commission bidule, au groupe de travail machin. Mais là, je peux vous dire que c'est du actif. C'est du actif. Je vais vous livrer une anecdote très réelle. Dans la précédente certification d'un hôpital de la PHP, dans lequel je suis de nouveau impliquée quelques années après maintenant, eh bien, il y avait déjà dans les recommandations de l'HAS, il y avait déjà le volet éthique. D'accord ? Et alors, on m'a demandé, bien sûr, avec ma petite étiquette de présidente du Conseil d'orientation régionale, on m'est tombé dessus pour me dire, Madame Olivet, vous allez présider ce groupe de travail. Eh bien, vous ne savez pas ce qu'ils ont réussi à faire. Ils ont juste oublié de m'inviter à la première réunion. Je vous jure que c'est vrai. Tout ça pour vous dire que j'ai les pieds bien dans le terrain, d'accord ? Et dans la vraie vie, et que c'est vrai que la certification de l'HAS et l'annonce de la visite des visiteurs, c'est mieux que la loi. Ça incite, d'accord ? Voilà. Simplement, j'aimerais aussi vous livrer une dernière anecdote concrète. Je mettais en valeur cette collégialité et ces travaux partagés au sein d'un comité de protection des personnes. Et savez-vous que notre beau pays de France était quand même, il y a quelque temps, très vexé de ne pas avoir de vaccin français. Il était très vexé d'un très mauvais rang en termes de niveau de recherche en France par rapport à l'Europe. Alors nous, en CPP, nous avons reçu des instructions extrêmement sévères, contraignantes,
nous demandant de traiter en priorité tous les projets de recherche sur la Covid-19 et nous imposant de raccourcir nos délais d'étude des dossiers pour rendre un avis très rapide, de préférence positif, bien sûr. Donc tout ça pour vous dire que concrètement, dans la vraie vie, la vraie démocratie en santé, la vraie des vulnérables, dans le champ du handicap, mais pas que des vulnérables sociales. Je veux dire, vous savez bien que dans ma Seine-Saint-Denis, j'ai plein de gens sans logis, j'ai plein de gens dans des squats, et j'en passais des meilleurs. Tant Paris aime bien jeter dans la poubelle Seine-Saint-Denis tout ce qui la dérange dans la visibilité de Paris. Simplement pour vous dire que je n'ai jamais vu coexister autant de lieux, conseils, comités nationaux, régionaux, départementaux, locaux, affirmant ces valeurs de la démocratie et du droit d'expression des usagers. J'en ai un empilement que vous n'imaginez pas. Jamais je n'ai vu un tel empilement des structures de coordination pour l'effectivité de l'exercice des droits. Et que je t'additionne, alors les DAC, les CPTS, les CTS, les gens, je pourrais pas, et je vous jure bien que dans ma Seine-Saint-Denis, je siège partout, ce qui vous explique que je dors peu, d'accord? Et que parfois mes chiens s'impatientent, parce qu'ils n'ont pas eu à bouffer. Simplement pour vous dire que je n'ai jamais autant connu de lieux d'affirmation, autant de lieux d'affirmation trop souvent, pas toujours d'affirmation gratuite. La proclamation ne suffit pas, c'est clair. Et aujourd'hui, on est certain que la proclamation, monsieur le sénateur, ne suffit pas. Qu'est-ce que je pourrais vous en dire? Conclure, oui, conclure. Eh bien, est-ce qu'on peut mieux faire? J'en suis certaine. Comment? Eh bien, je ne suis plus sûre de rien. Je vous avoue que j'ai cru le savoir et qu'aujourd'hui, je suis sûre que je ne sais rien, ou tout au moins pas grand-chose. Merci. Merci Catherine. Vous pourrez retrouver Catherine dans ses œuvres sur le site de l'Espace Éthique, parce que depuis des années, elle nous fait des interventions et quelquefois extrêmement développées. On va ouvrir la discussion, on a un peu de temps et tant mieux, avant que Valérie ne nous quitte, Valérie Depatte, donc est prof de droit. Je voulais juste en écho à ce que tu as dit sur les enfants. Et effectivement, une évolution pour nous importante dans la loi, c'est le droit au consentement, d'une certaine façon. On a un groupe de travail pour préparer nos propositions sur la loi du 4 mars 2002, la révision, sur la fin de vie. C'est un peu dans la dynamique de ce que Didier Sicard avait lancé. Et on ouvre la question aux enfants aussi en fin de vie. Puis deux points également à reprendre par rapport à ce que tu as dit d'important à compléter. Dans le Code de Nuremberg en 1947, c'est effectivement l'article 1, c'est le consentement. Mais il n'y a pas de consentement sans information loyale. Et donc, on voit effectivement, quand on regarde le Code de Nuremberg, qu'il y a la mise en œuvre, notamment la loyauté, l'intégrité, préserver la personne de tout dommage. Enfin, il y a tout un registre qui se retrouve effectivement au niveau de la recherche biomédicale dans la déclaration d'Helsinki. Il y a une loi aussi qu'on aurait pu prendre, elle a été évoquée, la loi du 20 décembre 88, la loi Urier-Seruskla sur les personnes qui se prêtent aux recherches biomédicales. Mais il y a une loi, vous devez y être très attentif, c'est la première loi qu'il y avait, du 22 décembre 1976, sur le consentement présumé par rapport effectivement à un intérêt supérieur. C'est le don, en quelque sorte, d'organes. C'est un point à prendre en considération. Un autre élément qu'on travaille dans l'approche de notre révision de la loi du 4 mars 2002, c'est les lois de bioéthique. Parce que depuis 1994, l'éthique à la française, d'une certaine manière, face aux défis de la bioéthique et pas que, c'est une question, à mon avis, importante. Et tout à fait. Et une dernière loi qui, pour nous, fait l'objet de réflexion, et Didier Sicard, qui a présidé la commission présidentielle sur la fin de vie, à la demande de François Hollande en 2012.
On peut se demander si on a besoin d'une loi spécifique sur la fin de vie aujourd'hui, et si on ne doit pas intégrer cette approche. Alors, le président de la République hier a dit qu'il va y avoir une concertation nationale, une convention sur la fin de vie. Mais une de nos réflexions, pour vous dire qu'il y a des pistes de réflexion, est-ce qu'on doit avoir une loi spécifique, comme la dernière loi du 2 février 2016, ou est-ce qu'on doit intégrer la question de la fin de vie ou les questions de la fin de vie? Je parle à un spécialiste, encore une fois. Référez-vous au rapport qui est sorti en décembre 2012, le rapport de Didier Sicard. Voilà, tous ces éléments pour dire qu'on est en pleine actualité. Je rends aussi hommage, et je termine sur mes hommages à un sénateur, Bruno Retailleau, qui, à la suite des moments les plus douloureux pour certaines personnes de la crise qu'on a vécue, a souhaité que le droit de visite soit également un droit. Et que au Sénat, vous l'avez voté à la majorité, cette proposition de loi. Donc tout ça pour dire que dans notre réflexion, on a vu apparaître dans ce révélateur des 2 années de pandémie qu'il y a peut-être des droits qui n'avaient pas été bien identifiés. Et le droit de visite, le droit de maintenir une relation, le droit de la sociabilité des personnes, par exemple en EHPAD, c'est pas uniquement des droits médicaux, mais c'est des droits de la personne. Donc on a une réflexion à mener. Des droits fondamentaux. Voilà, et on est content de lancer notre réflexion ici.